Bonjour, moi c'est Emmanuel Quincereau. On est tous les deux développeurs chez Doctolib et on va vous parler de 30 index sur une table Postgre de 6 Tera. Avant de commencer, on va vous donner un petit peu de contexte sur pourquoi ce sujet et quel est le contexte dans lequel on a été amené à parler de tout ça. Donc Doctolib, vous connaissez déjà, on ne va pas vous raconter ce qu'on fait. Par contre, on va vous donner quelques chiffres. Doctolib, c'est 70 millions de patients en Europe et surtout 60 millions de rendez-vous pris chaque mois. Ça induit une charge importante sur la base de données. Et cette charge, c'est 30 Tera de données et 250 000 requêtes par seconde en heure de pointe. Donc ça fait beaucoup de trafic. Et la base de données, elle marche, mais des fois, c'est un petit peu difficile. Du coup, il y a 1 an et demi, une équipe a été montée, dont Flora et moi faisons partie, pour régler certains problèmes de la base de données et l'aider à être plus scalable et pouvoir aider l'entreprise à continuer de grandir sans avoir de base de données indisponible à un moment. Et l'équipe s'appelait Doctolib, Doctolib Database Optimization, d'où le nom Dodo, d'où ce petit animal qui a été notre mascotte chez Dodo. Alors, pourquoi réduire nos index? Parce qu'on parle d'optimisation de bases de données. En quoi ça a un rapport avec les index? Le fait qu'il y en ait beaucoup? Alors, avec un phénomène qui s'appelle le write amplification, qui dit que à chaque insert ou update ou delete, on va avoir du temps qui va être passé pour mettre à jour chacun des index. Et ça, c'est un problème, parce que ça veut dire que tous les inserts, tous les updates, tous les deletes vont être plus lents, parce qu'on va mettre à jour aussi les index. Alors, intéressons-nous à un cas, notre cas. Et là, c'est la liste des requêtes les plus consommatrices chez nous, en heure de pointe. On a une requête donc sans vraiment surprise, quelque chose qui s'appelle appointment. C'est un petit rapport effectivement avec Doctolib. C'est notre table principale. Et donc sans surprise, c'est cette table-là qui nous coûte le plus. Et ce sont les updates. OK, on se dit quand même qu'on va peut-être pouvoir faire quelque chose, essayer d'optimiser ça. Donc on va regarder, OK, la table appointment, elle fait combien? Elle fait 5 Tera 6. Je vais me faire un petit schéma, 5 Tera 6, OK? Et elle fait combien en données? Donc c'est vraiment les données de la table, toutes les lignes de la table. Elle ne fait que 880 gigas. Donc ça fait 16% de 5 Tera 6. Et le reste, c'est quoi? Bien joué. Effectivement, 84% d'index. Et ça fait un peu beaucoup. Et il y en a combien des index? Eh bien, il y en a 30. Alors, on reprend notre petit schéma de write amplification. Ça veut dire qu'à chaque insert, update ou delete, j'ai 30 index qui sont mis à jour. Ah ouais, quand même. Donc là, on commence à se dire qu'effectivement, c'est peut-être une bonne idée de réduire nos index. Et quand même, moi, j'aime bien être sûr de ce que j'avance. Et puis Manu, il me dit, prouve-le. OK. Donc je fais un petit fichier de test. Je vais randomiser les ID d'appointment. Et puis je vais lancer notre requête la plus consommatrice, là qu'on voyait tout à l'heure. Et je vais lancer ce fichier-là avec un programme qui s'appelle pgbench, qui permet de simuler
du trafic sur une base de données. Donc, je vais lancer pgbench avec ce fichier-là, en simulant 100 clients, donc comme s'il y avait 100 backends qui tapaient sur ma base de données, à 50 transactions par seconde, et pendant 10 minutes. OK. Je vais lancer ça une fois sur un clone de la base de données prod. Donc il y a tout pareil, la même donnée, les mêmes index, tout. Et sur un autre clone où j'ai droppé tous les index d'appointment. Résultat, ah ouais, effectivement, il y a une corrélation assez claire. Donc j'ai divisé par 4 mon temps d'exécution sur cette requête, en enlevant tous mes index. OK, on commence à être à peu près convaincu que réduire les index, ça peut avoir un intérêt. Bon, OK, mais je ne vais pas pouvoir supprimer juste tous mes index comme ça, parce que sinon, bon, les gens ne vont pas être très contents, effectivement, parce que les index, ça sert quand même à quelque chose, ça sert à améliorer les performances des selects. Alors, il va falloir que je sélectionne quel index je peux garder, quel index je peux supprimer. Je fais ma petite liste d'index avec donc une table qui est dans PG avec PG indexes, et je tombe sur 2 index. Vous ne voyez pas double, ils sont strictement identiques. Donc ils s'appellent pas pareil, donc PG se dit pas de problème, mais ils font exactement la même chose, et ça c'est un problème, parce qu'on a 2 fois le même index, donc il y en a un qui sert à rien. Et puis, en fait, on va mettre à jour ces 2 index à chaque fois, à chaque insert, update, delete. Donc, bon, on va faire en sorte que il n'y en ait plus qu'un. On va enlever le doublon. Et puis, on va éviter que ça se reproduise. Donc, on va rajouter un petit test pour éviter que plus tard, on ait de nouveaux doublons. OK. Il y a aussi ce qu'on appelle, ce que moi j'aime bien appeler, les index uniques, mais pas uniques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les unique index, comme leur nom ne l'indique pas, c'est qu'ils ne sont pas uniques, mais ils assurent l'unicité de la colonne. Ça veut dire, dans notre cas, là, donc pour un appointment, on a un booking token. Très bien. Mais par contre, on a aussi un autre index sur Booking Token. Et ça, c'est pareil, ça va faire 2 fois plus de write amplification. Et donc, on se dit qu'on enlève celui qui n'a pas sa contrainte d'unicité, puisqu'il est moins contraignant, et on va rajouter un test aussi pour prendre en compte ces doublons-là. Ok, donc du coup, on a supprimé les index en doublon. Cette étape-là, elle était assez facile. À partir du moment où on identifie les doublons, on peut juste ajouter les tests, supprimer, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on regardait l'utilisation de nos index. Donc, pour ça, Postgre fournit, vous pouvez utiliser une requête dans Postgre qui va vous lister les IDX scan, donc le nombre de fois où l'index a été scanné. Et à chaque fois qu'un index est utilisé, l'IDX scan va être incrémenté. Donc, c'est une valeur cumulative. Donc là, si on prend notre table de rendez-vous, on va avoir quelque chose comme ça. Et là, il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux. Tiens, ces 4 index là, ils sont à 0. Ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Ils n'ont jamais été utilisés. Et on pourrait peut-être les supprimer en fait. Donc on a des index jamais utilisés. Donc en fait, on va pouvoir, pardon, spoiler, on va pouvoir lister tous les index qui ne sont pas utilisés et potentiellement les supprimer par la suite. Mais, comme je vous ai spoilé, il faut faire attention à des trucs. Il y a les feature switch. Donc les feature switch, c'est quelque chose qui permet d'activer une fonctionnalité lorsqu'elle est prête, à la fois dans l'application, mais aussi lorsqu'on veut vraiment l'activer pour d'un point de vue commercial ou marketing, qui permet de l'activer juste en cliquant sur un bouton sans avoir de déploiement à faire. Et des fois, vous codez une fonctionnalité qui va avoir besoin d'index, mais elle n'est pas activée, cette fonctionnalité.
c'est que lorsque vous allez activer le feature switch qu'elle va être activée. Et donc, potentiellement, vous avez des index qui vont dépendre d'un feature switch, qui vont être utilisés qu'une fois que le feature switch sera activé. Donc, pour ça, un conseil, il vaut mieux vérifier l'âge de l'index. Si l'index il est très récent, il faut se méfier. En revanche, si ça fait 6 mois qu'il existe, l'index, on peut commencer à se dire que sûrement il ne sert à rien. Autre truc, si vous avez une base de données qui a plusieurs instances avec de la réplication, faites attention à regarder les statistiques de chacune de ces instances. Parce que les statistiques, c'est propre à une instance. Donc, il se peut que le trafic sur chaque instance ne soit pas exactement le même et qu'il n'y ait qu'une seule des instances qui utilise l'index. Et ça peut suffire à justifier la nécessité d'avoir cet index-là. Donc, il faut bien vérifier toutes les instances. OK. Index en doublon, on vire. Index jamais utilisé, on vire. Attends. Non. Celui-là, oups là, l'autre. Celui-là, je me souviens, c'est Charles qui l'a ajouté pour optimiser cette requête-là. Là. C'est pas normal qu'il ne soit pas utilisé. Pourquoi il n'est pas utilisé? Vous avez une idée? Je vous aide. Is_true et égale true, eh bien, c'est pas pareil. Ouais. Alors, OK, vous allez me dire, prouve-le. OK. Admettons qu'on a une table. Donc là, voilà, j'ai créé une table avec 2 colonnes, booléen, texte. J'ai 3 lignes, j'ai une ligne true, une ligne false et une ligne nulle. Et c'est là qu'on va avoir une différence. Si je fais un select sur cette table-là, where boolean is true, j'ai true. Where boolean égale true, j'ai true aussi. OK, c'est pareil. Par contre, si je fais where boolean is not true et where boolean not equal true, alors je vais avoir une différence de résultat. Et c'est en ça que les 2 opérateurs sont différents. Et donc, c'est pour ça que là, mon index, il n'est pas utilisé. PG ne va pas savoir qu'il faut utiliser cet index-là. Donc, ce qu'on va faire pour essayer de réparer les choses, c'est qu'on va changer nos index. Alors, ça peut être qu'on met isTrue partout, ou ça peut être qu'on met égale true partout. Nous, avec notre ORM, il génère automatiquement des égale true, donc le plus pratique, c'est de mettre des égale true partout. Autre cas d'un index qui aurait dû être utilisé, et puis, non, il ne l'est pas, c'est un index donc, sur start date. OK, un appointment à un start date. Et mes requêtes qui devaient utiliser cet index-là, elles utilisent un date de start date égale une date, ou un cast de start date en date. Et ça, c'est pareil, PG, il ne sait pas faire la relation. S'il devait faire la relation, il faudrait qu'il fasse un mapping dans son index. Il faudrait qu'il ait, OK, donc j'ai les start dates, j'ai les dates de start date, et j'ai les casts en date de start date. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que PG marche. Il a un index sur start date, il a juste indexé start date. Donc, nous, ce qu'on a fait dans notre cas, c'est qu'on est repassé sur toutes les requêtes, et puis on a forcé le fait d'avoir des start dates, d'utiliser start date, plutôt d'utiliser directement la colonne qui est dans l'index, plutôt que des fonctions ou des casts. Et donc, ces cas-là, on aime bien automatiser les choses chez nous. Et donc, on a rajouté un petit test pour qu'à chaque création d'index, on check, OK, on utilise bien égale true partout. Et puis, sur toute notre couverture de test, on surveille toutes les requêtes qui passent et on utilise bien égale true, on n'utilise pas date de start date et tout ça. OK, cool. Donc, on a trouvé les index en doublon, les index jamais utilisés, corrigé quelques requêtes au passage.
Maintenant, il ne reste plus que les index utilisés. Du coup, prenons un index au hasard et regardons son usage. Donc là, vous avez graphé l'évolution de l'IDXCAN de cet index sur une instance. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? C'est qu'à un moment, on atteint un plateau. Et donc, si on a atteint un plateau, c'est que l'index n'est plus utilisé à partir de ce moment-là. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles l'index ne serait plus utilisé? Ça peut être, par exemple, si c'était un index fait uniquement pour faire des migrations. Il y avait une colonne ajoutée, on avait besoin de trouver là où la colonne était vide ou je ne sais quoi. Ça peut être un nouvel index qui est plus intéressant parce qu'il est plus petit ou d'autres raisons. Et ça peut aussi être que la requête a changé. Le besoin n'existe plus parce que le métier a changé, on n'utilise plus cet index-là. Et donc, là, l'index ne sert plus à rien. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de le supprimer. On va parler d'index obsolète dans ce cas-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre en place des alertes pour surveiller l'utilisation de chaque index et être notifié pas seulement quand l'index n'est pas utilisé, mais aussi quand il n'est plus utilisé. Mais attention, je vous ai dit tout à l'heure, certains index sont utilisés que sur certaines instances et aussi certains index sont utilisés très rarement, genre une fois, juste, une fois par jour. Ça dépend de vos use cases. Nous, on a des index comme ça qui sont utilisés juste une fois par jour. Donc il faut bien faire attention, c'est pas parce que ça a l'air à peu près plat que l'index n'est plus utilisé. Ok. Bon, les cas simples, c'est bon, les index en doublon, les index jamais utilisés, on a réglé ça. Index pas récemment utilisé, normalement, il n'y a plus que ceux qui sont vraiment utilisés. Et là, on rentre dans le vif du sujet. On va lister nos index. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il en reste pas mal encore. Hein. Et donc, il va falloir, là, il n'y a pas le choix. Ils sont tous utilisés. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir les mutualiser, les réduire. Et alors, on voit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a un point commun, qui est au moins une colonne. Peut-être qu'on a quelque chose à faire comme là sur ces index-là. On va prendre un cas encore un peu simple quand même. Donc on a un index sur une colonne, un index sur la même colonne et une autre colonne, agenda ID start date, et un autre agenda ID start date end date. On va regarder nos requêtes, parce que je vous le rappelle, effectivement, nos index, ils servent à des requêtes. Donc on va regarder quand même les requêtes qui passent, et on a les 3. Donc là, il n'y a pas quelque chose de très clair. À ce moment-là, on se dit, en fait, le 3e index, c'est un index donc, sur plusieurs colonnes. En fait, ça va faire une sorte d'arbre. On va avoir on va avoir les agendas ID. Pour un agenda ID, on va avoir les start dates, et pour les start dates, on va avoir les end dates. Et ça, c'est utilisable pour les 3 requêtes, en fait. Donc, le PG va pouvoir l'utiliser aussi pour la requête que sur agenda ID ou sur agenda ID et start date. Donc, on va pouvoir, dans notre cas, se débarrasser des 2 premiers. Un autre cas, c'est un index sur agenda ID, un index qui est full. Ça veut dire qu'il indexe toutes les lignes de la table, et un index qui est un index qu'on appelle partiel, et donc il indexe que les lignes dont la colonne deleted at est à nul. Alors ça, c'est très très bien comme index par rapport à un index full, parce que celui-ci, quand je vais updater une ligne qui n'aura pas deleted at à nul, je ne vais pas le mettre à jour celui-là, puisqu'il n'indexe pas cette ligne-là. Donc c'est intéressant comme index. Mais le problème, c'est que si je garde que celui-ci, mes requêtes, la première requête, elle ne va plus être performante en fait.
parce que ça va taper sur toutes les lignes et pas juste sur les lignes qui sont deleted date, à nul. Si je garde le premier, le full, il est full, il est énorme, ok, au moins il répond aux 2 requêtes. Par contre, au niveau performance, pas foufou, parce qu'en fait, le deleted date, il est, dans la plupart des cas, il n'est pas nul. Donc, on va avoir à 60% de la table des deleted date. Donc, qui ne seront pas... alors, attendez. Qui seront CT. Pardon ? Qui seront CT. Qui seront CT. Définis. Oui, merci. Et là, donc, ça ne va pas être top parce que la plupart du temps, oui, c'est ça que je voulais dire, la plupart du temps, notre deuxième requête va être appelée. Elle va être beaucoup plus appelée que la première. Et donc, c'est dommage parce qu'on résout beaucoup plus la performance de la première que la deuxième. Donc, ce qu'on se dit, comme tout à l'heure, je rajoute ma deuxième colonne, et puis comme ça, c'est pas trop mal quand même, je résous les perfs des 2 requêtes. Mais en fait, on peut faire encore mieux, parce que deleted date, c'est une date, c'est un type en fait, et sauf qu'on ne le requête jamais. On ne demande jamais where deleted date égale 2023, etc. On demande toujours, dans toutes nos requêtes, deleted date is nul, et c'est tout. Donc, on va pouvoir faire encore mieux, et indexer sur une expression basée sur la colonne. Donc on va pouvoir indexer sur deleted date is nul plutôt que deleted date. À la place d'occuper dans l'index d'occuper donc la place d'un date time, on va avoir la place d'un booléen. Et donc notre index va être encore plus réduit. Là, ok, on a mutualisé des index, mais en fait, on peut même réduire. Voilà, on a parlé de réduire nos index. On réduit leur nombre, mais on peut aussi les réduire en taille. Et là, je vous parle de cet index-là, parce que en regardant Equipment Agenda ID, 80% de la table, cette colonne-là, elle est nulle. Donc, ça veut dire que j'ai un index sur une colonne qui, à 80%, est nul. Donc, j'ai un index, mon petit arbre, là, j'ai un nul parmi les valeurs où j'ai 80% de la table, que je ne vais pas utiliser puisque mes requêtes, elles font toujours Equipment Agenda ID égale 123 ou égale peu importe. Alors, je vais compléter mon index à ce moment-là et je vais faire encore un index partiel que dans les cas où Equipment Agenda ID n'est pas nul. Et comme ça, donc la perf, elle sera toujours là, mais par contre, mon index, il va diminuer de 80%. Cool. Bon, donc index en doublon, on a vu, index jamais utilisé, on a vu, les obsolètes, on a vu, les index utilisés, on a vu. Donc là, on en a plein d'index, vous voyez, toutes les petites poubelles là, plein d'index qu'on veut supprimer. Bon, allons-y, partons en prod. Allez, suppression du premier index, faites la pull request, j'envoie ça, on merge, machin, ça part en prod, la migration est jouée, hop. Il y a l'équipe data qui m'envoie un petit Slack. Notre export, il est un petit peu lent là depuis aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a changé? Ah, ouais, zut. En fait, notre équipe data, elle utilise une instance qui tourne seulement entre 2h et 3h du mat. Et quand j'ai regardé mes stats, j'ai pas regardé cette instance-là, normal, elle était éteinte. On l'a oublié celle-là. Bon, on va recréer l'index. Bon allez, vite fait, petite PR, tu peux me l'approuver, c'est bon, top, on merge, on lance la migration un peu
en shortcut, voilà, ça part. Bypass test. Non, mais non. Et, ah zut, c'est un index sur appointment. Ça prend 1 heure, 2 heures, ça dépend. Et souvent c'est long, quoi. Zut. Bon, bah, désolé la data. Hein. Faudra attendre. Je pense que d'ici demain, ce sera bon, en tout cas. Heureusement, c'était la data. C'était pas un hôpital ou un cabinet de médecins. Donc la data, il pouvait attendre un petit peu, il n'y avait pas eu de souci. Mais du coup, on se dit, on va peut-être faire autrement. Ouais, directement en production, effectivement, peut-être c'était pas une bonne idée. Alors, bon, passons à des tests de charge. Tests de charge, c'est pas mal. Pas mal. On est plus confiant déjà. Alors, comment on fait un test de charge? D'abord, on fait un petit test de référence. Donc, on démarre la base de données, les instances back-end, on lance les tests de charge, on attend, on arrête les tests de charge, on éteint la base de données, les instances back-end et on extrait les résultats. C'est bon. Jusque-là, tout va bien. J'ai mon test de référence. C'est là où je vais avoir, tous mes petits graphes de référence sur la prod. C'est à peu près comme ça. OK. Ça prend une demi-journée quand même. Hein. Deuxième étape, mon test avec les nouveaux index. Je démarre la base de données et les instances de back-end. Là, petite modification, je crée quand même tous les index. Je supprime les anciens, ça prend un petit peu de temps, on l'a dit tout à l'heure. On lance les tests de charge, je vous passe le reste. On attend, on arrête, on éteint et on extrait les résultats. OK. Tout ça, ça prend un jour. Parce que, en plus, il a fallu créer les index cette fois-ci. OK, j'ai tous mes beaux graphiques magnifiques. Je prends une chaise. Ouais, bah, vas-y. Graphique, ok. Bon. Je vois, oui, ça me prend bien une demi-journée, mais je vois que le verdict tombe. J'ai une régression de performance. Et mince. Bon, ben, on est reparti. Un autre test de charge. Voilà, qui reprend 2 jours. Bon, et là, on se dit, non, stop. C'est pas possible. On va pas pouvoir continuer comme ça, à itérer sur les index, comme ça, et en prenant 2 jours à chaque fois. Ça prend 2 jours, donc ça prend longtemps. Ça coûte assez cher quand même, parce qu'il y a toutes les instances back-end qui sont isoprod, la base de données, isoprod, c'est énorme. L'analyse est pas simple, avec tous les graphes comme ça, on ne sait pas d'où vient la régression. On ne sait pas où regarder exactement au niveau des perfs, c'est quoi le problème d'un côté ou de l'autre. Et puis pour répéter, c'est pas évident. Si jamais on se dit, attends, mais j'avais bien supprimé cet index-là, je crois, je sais plus, j'ai éteint l'instance, faut en redémarrer un, parce qu'on n'est pas sûr. C'est pas terrible quand même. Et du coup, on s'est dit, à chaque fois, on automatisait les choses, bah là, on va automatiser aussi. Et on va mettre en place un peu de tooling. OK, donc reprenons un problème. Nos objectifs, ce serait de réduire le délai avec ce tooling, d'avoir une mesure plus facile de l'impact, pouvoir spotter aussi plus facilement quelle est la requête qui fait des régressions de perf pour mieux comprendre quel est le problème réellement. Et surtout, la répétabilité pour qu'on soit sûr que notre test il est bien représentatif et que si on le lance 2 fois, 3 fois, 4 fois, on obtient des résultats similaires. OK. Donc, prenons un exemple assez simple. On a 3 index, là, old index 1, 2, 3, et on veut le remplacer par new index 1. OK. Bon. Si on le faisait en PostgRE, cette fois-ci sans les backends. Donc on le fait en PostgRE, on fait un explain de notre première requête de prod, on a le résultat, on stocke l'explain quelque part, on fait l'autre requête, machin, on crée le nouvel index, ensuite on drop tous les anciens, pardon.
on refait les tests avec le nouvel index, et on extrait les plans à nouveau. Et donc on peut comparer les deux plans d'exécution. Déjà, c'est quelque chose d'un peu plus facile à comparer que 2 graphes ou 30 graphes. Donc c'est déjà un peu plus pratique. Bon, ça, c'est encore du code manuel. On va vouloir aller plus loin. Et puis surtout, le create index, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un peu long. Un peu. Et puis là, on se rend compte en plus qu'on a une régression. Donc on se dit, bon, bah, on va tester un nouvel index. New index 1, ça ne remplace pas l'index 1, 2, 3. Bah, essayons. Autre chose. New index 2, on va essayer. Sauf que ma base de données, elle a encore new index 1. Donc il faut que je drop new index 1, que je crée new index 2, ça prend du temps. J'ai refait les plans d'exécution, je peux les comparer à la référence que j'ai gardée précieusement avant. Cool. Voilà. Mais c'est un petit peu long quand même. Et puis surtout, si je veux le répéter, si je veux vérifier mon test de référence, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien nommé le fichier texte qui contenait le plan d'exécution de mon test de référence, je crois que je me suis un peu embrouillé, j'ai appelé ça Toto, et en fait, je ne sais plus quel Toto fallait prendre. Donc, je remets tout à zéro. Mais mon état courant, c'est new index 2. Donc, je drop new index 2, je recrée all index 1, 2, 3, c'est long. C'est fatigant. Et là, je peux refaire mes explain plans. Et donc, j'aimerais bien trouver un truc un peu plus facile à utiliser. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais dans Postgre, il y a une fonctionnalité qui est incroyable et qui n'est absolument pas prévue pour ça, mais qu'on peut utiliser. C'est que toutes les modifications de schéma sont transactionnelles. Du coup, si vous avez une base de données où votre all-index1 est présent, vous pouvez ouvrir une transaction, dropper all-index1, il n'est plus présent dans la transaction, c'est parfait. Puis vous rollbackez, oh, il est toujours là. C'est magnifique. Eh, on pourrait utiliser ça. Allez. Donc, reprenons notre cas. Si, au début, je crée tous mes index, une bonne fois pour toutes, tous ceux que je pense qui peuvent me servir, je les crée. Celui-là, peut-être, non, je crois qu'il ne sert à rien, mais on va le créer quand même, c'est pas grave. Ça va mettre 24 heures, on s'en fout, on crée les index, on crée. OK. Ensuite, je refais mon test de référence. Donc, cette partie-là, elle est longue, mais c'est une fois pour toutes. Je crée mon test de référence, et donc j'ouvre une transaction, je drop tous les index qui ne sont pas en prod, j'explain toutes mes requêtes, et je rollback. Super, donc j'ai mon test de référence, et je suis revenu à l'état de tous les index de prod et tous les index candidats qui pourraient m'intéresser. Donc maintenant, je vais tester new index 1, bah, je drop new index 2, old index 1, old index 2, je refais tous mes explain, je rollback. Je suis revenu à l'état initial. Je fais la même chose pour new index 2. Et l'avantage, c'est que toute cette partie-là, bah, elle est quasiment instantanée. Elle prend le temps du select pour faire l'explain. Donc là, on a gagné énormément de temps. Et on s'est dit, bah, tiens, on va faire un petit outil et puis on va l'open sourcer. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Alors, voilà. Donc j'ai une petite base de données librairie qui contient des books. Je vais passer en mode présentation pour que vous puissiez voir. Merci. Si RubyMine veut bien, on va faire juste comme ça. Donc, rien d'exceptionnel, hein, une table books qui contient des livres qui ont un titre, un prix et une disponibilité. Et puis je mets des données, 2 millions de lignes, hein, histoire que ça roule. Et puis, je crée mes index de production. Ensuite, je crée les index qui pourraient m'intéresser potentiellement. Donc, tous ces index-là. Et puis, je fais un petit analyse de books parce que ma table elle est toute fraîche. Il faudrait quand même que Postgre ait les stats pour me donner des plans d'exécution qui soient corrects. OK. Là, j'ai une petite liste de requêtes, qui sont mes requêtes de production. Bon, en vrai, on ne fait pas des livres, hein, nous, chez les Doctolib. Mais... et maintenant, je vais configurer mon outil de benchmark pour pouvoir tester mes différents index. Donc, je lui dis que mes index communs à tous mes scénarios, c'est la primary key. La primary key, je ne veux pas y toucher. Dans tous mes scénarios, je veux qu'il y ait toujours la primary key, parce qu'elle, je ne vais pas la supprimer. Hein, j'en ai besoin.
Ensuite, dans mon scénario de référence, ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, on va prendre tous les index de production. Donc, c'est ce que je vous disais ici, les 3 index ici, je les remets dans mon scénario de référence. Ensuite, j'ai un scénario 1, je pourrais l'appeler comme je voudrais, hein, mais j'ai mon scénario 1 qui va essayer cet index-là. C'est-à-dire que tous ces index-là vont être remplacés par cet index. Mon scénario 2, il va en tester un autre, scénario 3, un autre, et ainsi de suite. Et maintenant, pareil, je vais zoomer un petit peu. J'ai oublié de... Caps lock. Ah, c'est pour ça qu'il ne voulait pas. J'ai oublié de supprimer mon volume. Hop. Alors, j'ai un petit Docker là qui va créer la table avec les données que je vous ai montrées. Donc il y a une instance qui est la base de données et l'autre instance qui est mon outil de benchmark. Donc là, il insère 2 millions de lignes, c'est un petit peu long, la création des index, machin. Et juste après, l'outil de benchmark va lancer toutes les requêtes sur chacun des scénarios et me donner un rapport de qu'est-ce qui lui semble, enfin, de quels sont les problèmes potentiels de chaque index, de chaque scénario plutôt. Donc là, il a déjà fini. Si je reprends le début des logs de mon outil de benchmark, ici, donc il a joué le scénario de référence. Il avait vu qu'il avait besoin de ces index-là, donc il a supprimé tous les autres. Il a lancé les requêtes 2 fois, histoire de chauffer le cache. Et puis, ça se change, hein. Et puis, il a lancé les requêtes. Voilà. Et puis, il a fait la même chose pour le scénario 1, puis pour le scénario 2, puis pour le scénario 3, 4, 5, machin. Et puis, après, il m'affiche le petit rapport. Et pour le petit rapport, il me dit que la requête qui fait ceci, qui renvoie une ligne, elle est plus performante sur ce scénario-là, celui-là, qu'elle est moins performante. Là, il y a une grosse régression sur celui-là, et on peut avoir le détail sur les costs et les shared blocks. Si vous avez des questions, on pourra en reparler après. Et il me dit quels sont les index utilisés, voilà, super. Et là, il me fait la même chose pour toutes les requêtes qui ont été impactées par ces changements d'index, pas pour les autres. S'il n'y a pas d'impact, il ne les affiche pas. D'ailleurs, pour ces requêtes-là, il n'y a pas eu d'impact. Et voilà, et du coup, juste une petite configuration, et ça me fait mon benchmark avec mon récap de qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et éventuellement, si on se rend compte que maintenant, il y a telle requête qui ne marche pas, donc on voudrait changer un petit peu un index, je peux modifier l'index, recréer celui-là, et relancer mon benchmark et tout recomparer. Et puis si je voulais le relancer, là en plus, la DB est prête, donc ça va aller beaucoup plus vite. Si je veux relancer, là il relance toutes les requêtes, machin, et juste après, j'ai le rapport. Et du coup, on est assez content. C'est qu'on est passé d'un délai de à peu près 2 jours pour faire 1 ou 2 scénarios à peu près 5 minutes pour en faire 5, 6. On est monté à une quinzaine même en production, enfin en pré-prod. Et la mesure de l'impact est beaucoup plus simple. On n'a plus que quelques métriques à regarder et c'est plus des graphes. On sait tout de suite la requête qui est impactée plutôt qu'aller regarder des logs cachés quelque part, comparer des plans, mais il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de requêtes. C'est répétable, je vous l'ai montré. Et surtout, ça réduit les coûts parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse instance de base de données. On a juste besoin d'une instance en plus et il n'y a plus besoin des back-ends. C'est beaucoup plus rapide, donc on est content. Ok, on a nos listes d'index, on les a validées, on est confiant, et donc on met en production, cette fois-ci c'est la bonne. Et oui, on a réduit nos index sans incident, et on a libéré 3 Tera 2 sur les 5 Tera 7 du début. Pas mal. Et en plus, c'était le but quand même, hein, on a amélioré les opérations en écriture. Elles sont 15% plus rapides pour l'instant, parce qu'en fait, on est encore en train de mutualiser les index, là, aujourd'hui. On doit avoir quelqu'un de notre équipe encore en train de changer les index. Nos plans d'exécution aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, mais les plans d'exécution aussi sont plus rapides, 70% plus rapides. Et ça, pourquoi ? Parce que PG, il va regarder dans moins d'index pour trouver le bon plan d'exécution.
Donc ça a aussi ce bénéfice-là. Et puis le fait de supprimer 3 Tera 2, eh ben, le cache nous en remercie aussi. Parce que le cache de la base de données, plus il a de données utiles, mieux la base de données se porte. Et comme on a enlevé pas mal de données inutiles, puisque des données en double ou des données avec des colonnes dont on ne se servait pas, et ben forcément la base de données est en meilleure santé. Et maintenant, eh ben, on est plutôt content parce qu'on a mis en place pas mal d'automatisation. On a pas mal de tests qui tournent tous les jours pour éviter qu'il y ait des doublons, tout ça. On a de l'alerting maintenant sur nos index pour qu'on sache quand il y a un index qui est plus utilisé depuis un peu trop longtemps. Et on a un outil, un super outil qui est open source pour pouvoir le refaire maintenant sur d'autres index de cette table ou sur d'autres tables. Et puis, on a un autre axe aussi sur Appointment, un autre axe d'amélioration qui va nous permettre de réduire les index. Ça va être de couper cette table, donc de partitionner verticalement, parce que cette table, en fait, elle a 60 colonnes. Oui. Et donc, on aimerait bien, évidemment, on va découper tout ça, et puis découper tout ça en plusieurs tables. Et donc, pour chaque table qui va emmener 2 colonnes qui étaient présentes dans un index, elle va emmener l'index avec elle. Et donc, forcément, on va réduire aussi la taille des index comme ça. Voilà, merci beaucoup. Et nous avons 3 minutes pour des questions éventuellement. Vous avez un micro Je crois qu'il n'y a pas de micro, donc... Ouais, je te vois. Pardon. On est en PG12. Non, tu peux répéter la question. Pardon, la question était quelle version de Postgre on avait. On est en PG12. On étudie aussi en parallèle la migration vers les versions suivantes, évidemment. Ouais. L'historique, non. Mais il y a des outils comme PGWatch 2. C'était un screenshot de PGWatch 2. Des outils comme PGWatch 2 qui sont open source, qui vont faire des photos régulières des stats. Ce truc-là, ouais. D'autres questions? Oui. Donc, la question est, est-ce qu'on a des partitions aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Mais c'est aussi quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Mais il y a beaucoup de chantiers. Beaucoup de chantiers en tête, mais on n'a pas encore travaillé sur cette partie-là. Et puis, en plus, les partitions, il y a une chose un peu critique, c'est pour ça aussi que c'est plus difficile, c'est qu'une fois qu'on partitionne, pour les jointures, c'est plus compliqué si jamais on n'est pas sur la même shard. Ah oui, tu parles de partition, pas de sharding, pardon. Non, sur le partitionnement, en fait, c'est bon, pardon. Question? Oui. Il est open source, tu peux toujours l'adapter, mais il est fait pour Postgre. Il parse les plans en JSON, et il extrait certains fields qui doivent être très spécifiques Postgre. Après, je pense qu'il n'y a pas un gros effort pour dire... non, en fait, le problème, c'est que, voilà, tout à fait, c'est que les modifications, les créations d'index ou les suppressions d'index, elles ne sont pas transactionnelles sur MySQL, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça ne marchera pas. Par contre, tu peux peut-être te débrouiller pour avoir 2 instances, une instance avec, une instance sans, mais tu perds l'avantage... Ouais, c'est plus compliqué, quoi. Ou c'est plus lent. D'autres questions? Là, j'ai pas les chiffres en tête. Alors, c'était pas
2 secondes 6, c'est une unité de Performance Insight d'AWS. Et c'est du load, c'est du active à average active session. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas des secondes. T'as les chiffres, Bertrand? Pas en tête. On n'a pas de chiffres comme ça. Et il y a aussi une grosse difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur notre base de données de prod. Et des fois, il y a une action qui est contrecarrée par d'autres actions. Et mesurer précisément le gain de certaines choses, c'est compliqué des fois. D'autres questions? De toute façon, on est disponible. Oui. Est-ce qu'on a mesuré des gains en RAM? Il faut savoir que donc on a au total, ou avant ces actions-là, on avait une base de données de 30 Tera total. Et en RAM, on a des instances qui font 768 gigas, je crois. Oui, c'est ça. Donc ça fait un ratio qui n'est pas foufou. Et donc la RAM, elle est pleine tout le temps, en fait. Donc on ne va pas voir vraiment de différence. Elle sera pleine. C'est juste qu'elle sera pleine de données plus utiles. Et on aurait pu peut-être voir des cache eviction. Moins de cache eviction, mais on n'a pas mesuré ça. Ah, bon, c'est fini, on est dispo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir vous interrompre. Merci. Merci beaucoup.